Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va traiter les différents types d'eau dans le sol. Mais avant, nous allons commencer par définir les éléments constitutifs d'un sol. Le sol est un matériau triphasique qui est composé d'une phase solide, une phase liquide et une phase gazeuse. La phase solide, c'est les grains du sol. La phase liquide, c'est l'eau qui est contenue dans les vides entre les grains du sol. Et la phase gazeuse, c'est l'air et la vapeur d'eau qui se trouvent aussi dans les vides du sol. Ceci dit, l'eau et l'air partagent les vides qui se trouvent entre les grains. Une partie est occupée par l'air et l'autre partie des vides est remplie par l'eau. Ces vides sont appelés aussi des interstices ou bien des pores. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'eau du tout dans le sol, c'est-à-dire que tout le volume des vides est rempli d'air. Dans ce cas, on dit que le sol est parfaitement sec. Sinon, s'il y a les deux phases, liquide et gazeuse, qui se partagent les vides du sol, on dit que c'est un sol qui est humide ou bien non saturé. Sinon, lorsque l'eau occupe tous les vides du sol, dans ce cas, on dit que le sol est saturé. Et c'est le cas lorsque le sol est immergé dans une nappe phréatique. Alors, quels sont les différents types d'eau de la phase liquide qu'on peut trouver dans un sol? En fait, il y a 4 types. Il y a l'eau de constitution, l'eau libre ou bien gravifique, il y a l'eau liée ou adsorbée et en dernier, l'eau capillaire. Quant à l'eau de constitution, c'est une eau qui rentre dans la composition d'un grain solide. Dans la structure interne d'un grain solide, on trouve cette eau qui rentre dans sa constitution. Nous n'allons pas le traiter aujourd'hui, nous allons nous contenter de voir les 3 types d'eau qui se trouvent à l'extérieur du grain solide, à savoir l'eau libre, l'eau liée et l'eau capillaire. Commençons par l'eau libre. L'eau libre est une eau qui circule librement dans les vides entre les grains du sol. Cette eau s'évapore complètement lorsque le sol est porté à une température légèrement supérieure à 100 degrés Celsius. Donc, lorsque le sol se trouve dans une nappe phréatique, l'eau s'écoule entre les grains du sol. Quant à l'eau liée ou adsorbée, c'est une eau qui constitue un film autour du grain du sol. Cette eau présente des propriétés qui sont assez différentes de celles de l'eau libre. Cette eau n'est pas mobile car sa viscosité est importante et elle ne s'évapore qu'à des températures élevées qui peuvent aller jusqu'à les 300 degrés Celsius. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que cette eau adsorbée ou liée n'existe pas pour tous les types de grains du sol. Elle existe uniquement pour les grains qui sont chargés électriquement, comme c'est le cas des argiles. Regardons de près une particule argileuse. Bien sûr que généralement, lorsqu'on veut schématiser un grain du sol, on a tendance à le schématiser sous la forme globuleuse un peu arrondie, comme vous voyez là. Ce qui n'est pas toujours vrai. Pour la particule argileuse, elle se présente en réalité sous forme de plaquettes, avec une largeur D qui est inférieure à 2 micromètres, selon la définition même de la particule, et c'est une plaquette qui est très mince avec une épaisseur E qui est très petite par rapport à D.
La spécificité de cette particule argileuse, c'est qu'elle est chargée négativement. C'est cette charge négative qui va donner naissance à cette eau adsorbée autour d'elle. Comment? Puisqu'il y a une charge négative, ici c'est la représentation de la particule, du côté si vous voulez, elle va essayer d'attirer vers elle les charges positives pour assurer sa neutralité électrique. Et comme vous savez, la molécule d'eau est une molécule bipolaire qui a un pôle positif dû à l'hydrogène et un pôle négatif qui est dû à l'oxygène. Donc, elle va orienter son pôle positif vers la charge négative de la particule argileuse. Et ainsi, nous aurons des molécules d'eau qui vont venir se coller à la particule argileuse. Par ailleurs, s'il y a des cations qui sont dissous dans l'eau, ils vont être bien sûr hydratés. Ils vont venir aussi se coller sur les particules argileuses. Puisque les cations hydratés sont un peu volumiques par rapport aux cations anhydres, il n'y a pas ici d'espace pour loger tous les cations. Et ainsi, donc, il y aurait des cations qui vont venir ici et d'autres qui vont les suivre en s'éloignant de la particule argileuse. Bien sûr, leur concentration va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la particule argileuse. Voilà, donc cette pellicule d'eau, il provient de la liaison qu'il y a entre les molécules d'eau d'une part et les cations dissous dans l'eau d'autre part avec la particule argileuse. Ce sont des liaisons électrostatiques fortes. Cette pellicule d'eau, elle est de l'ordre de 100 angstroms. Et je rappelle là que l'angstrom est égal à 10 à la puissance moins 8 cm. Et ici, je dirais qu'au contact du grain, ici, l'attraction est telle que l'eau a un comportement carrément de solide. Mais plus on va vers l'extérieur, plus le potentiel électrique dû à la présence des cations, il va diminuer et la viscosité aussi de l'eau liée va diminuer. Au-delà de la pellicule, c'est-à-dire à peu près à 100 angstroms par rapport à la surface de la particule, l'eau n'est pratiquement plus affectée par ce phénomène et son comportement, bien sûr, devient celui de l'eau libre. Passons maintenant à voir quel est l'impact de la présence de cette eau adsorbée sur le comportement mécanique du sol. Nous allons prendre deux grains du sol, le grain A et le grain B, et nous allons appliquer un effort de compression sur les deux grains. Bien sûr, les grains sont entourés de l'eau adsorbée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait un mouvement relatif entre les grains. Soit que le grain A, il va glisser sur le grain B, ou bien qu'il va s'enrouler au-dessus. C'est un mouvement de toute façon. Alors, ce mouvement, il a été facilité par la présence de cette pellicule d'eau, car elle a joué le rôle d'un lubrifiant. Il a diminué les forces de freinage, les forces de frottement entre le grain A et le grain B, ce qui n'est pas bon dans le sol. Si ce phénomène se répète des millions de fois ou des milliards de fois sur les différents contacts entre les grains dans un sol, ça va donner des mouvements entre les grains, ce qui va donner une déformation généralisée dans le sol, ce qui n'est pas bon. Alors, imaginez qu'il n'y avait pas cette pellicule d'eau. Donc, lorsque j'applique ce même effort, ce mouvement va être plus freiné. Les forces de frottement vont être plus importantes parce qu'il y a un contact grain-grain.
il n'y a pas de présence d'eau, il n'y a pas de lubrifiant, c'est contact grain-grain, donc les forces de frottement vont être plus importantes. Le mouvement est empêché, si ceci est revu sur une grande échelle, c'est-à-dire que la déformation du sol sous l'effet des sollicitations externes va être euh, moins que le premier cas. D'accord? Donc, ceci, c'est pour vous dire que cette eau liée, elle joue un rôle néfaste pour le sol parce qu'elle diminue sa résistance due au frottement. Quant à l'eau capillaire, cette dernière existe lorsque les trois phases du sol sont présentes, c'est-à-dire il y a les grains, il y a l'eau et il y a l'air aussi. Donc, cette eau n'existe que lorsque le sol est humide ou bien non saturé. Dès qu'il se sature, il n'y a plus d'eau capillaire. Pour comprendre les détails de cette eau, nous allons voir le schéma suivant. Supposons que nous avons ici un bac d'eau et il y a un tube qui est introduit dans l'eau verticalement. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons remarquer qu'il y a remontée de l'eau dans le tube jusqu'à une certaine hauteur que nous notons selon la loi de Jura, la hauteur capillaire HC. Donc, au niveau supérieur de l'eau, nous avons la présence d'un ménisque d'eau. C'est un arc, si vous voulez, qui va se former au niveau supérieur de l'eau. Alors, il est dû à quoi ce ménisque? C'est aux forces d'attraction entre la matière, c'est-à-dire les parois du tube, et l'eau, selon la loi de Jura. Donc, là où il y a les trois phases, comme je viens d'expliquer, les grains solides qui sont schématisés ici par les parois du mur, il y a l'eau, c'est l'eau qui est montée là, et il y a l'air, c'est l'air qui se trouve dans l'atmosphère. Donc la matière ici, elle a tendance à attirer l'eau selon des forces qui sont appelées les tensions superficielles. Ces forces, bien sûr, sont appliquées tout autour du tube, c'est-à-dire sur le périmètre du tube à ce niveau HC. Et ils ont une direction de alpha par rapport à la verticale. Bien sûr, ce tube a un diamètre grand P comme représenté ici. Donc, ces tensions superficielles qui vont être appliquées ici vont donner cette forme de ménisque qu'on voit ici. Maintenant, si on essaie de voir les forces qui sont appliquées sur ce tube d'eau. On va essayer d'énumérer les forces et de faire l'équilibre des forces verticales pour essayer de voir la relation entre cette hauteur capillaire et le diamètre du tube. Donc, ce tube d'eau, ou bien il est soumis d'abord à son poids propre, qui est une force dirigée bien sûr vers le bas, verticalement, et il est dû aux tensions superficielles qui sont appliquées tout autour du tube. Donc le poids propre, c'est le poids volumique de l'eau fois le volume du tube d'eau. Le volume, c'est bien sûr la surface, pi d carré sur 4 fois la hauteur hc. Et TV, c'est la tension superficielle dans sa composante verticale. La composante verticale de la tension superficielle, donc c'est petit t, tension superficielle, fois le cosinus alpha pour trouver la composante verticale et qui est multipliée par le périmètre qui est pi d pour prendre en considération toutes les forces. Donc si je fais la somme des deux forces, bien sûr qui est égal à 0 pour avoir l'équilibre statique vertical, je vais trouver en fin de compte que le HC est égal à un ensemble de paramètres que vous pouvez trouver si vous faites le calcul en détail, un K
divisé par grand D qui est le diamètre du tube. Ça veut dire que lorsque je mets mon tube ici, plus le diamètre est important, la hauteur capillaire est petite. Et le contraire est vrai. Ils sont inversement proportionnels. Alors, si je reviens à mon sol pour voir ceci, je dirais que si je représente mes grains du sol comme étant les parois du tube, c'est comme si avec l'empilement des grains du sol, j'aurais un tube dans mon sol et il y a de l'eau qui va immigrer d'une nappe phréatique qui se trouve à la base, en bas, en profondeur, et l'eau qui va émigrer euh, vers la surface. Donc, bien sûr que ici, dans le schéma, le tube est idéalisé. Dans le sol, les chemins sont un peu tortueux, mais c'est à peu près le même principe. Donc, je dirais que si ce tube est mince, c'est-à-dire si les vides sont petits, l'eau capillaire va remonter encore plus vers la surface. Et si les vides sont grands, la hauteur capillaire va se limiter à une petite hauteur. Donc, quand est-ce que les vides sont petits? Normalement, les vides sont petits lorsque les grains aussi sont petits. Et le contraire est vrai. Donc, je dirais comme conclusion que lorsque j'ai un sol à grains fins, les vides sont petits et la remontée capillaire ou bien l'ascension capillaire, c'est la même chose, elle est très prononcée. C'est-à-dire que l'eau peut monter jusqu'à des grandes hauteurs au-dessus de la nappe phréatique. Donc l'eau capillaire va exister sur une bonne étendue. Mais si mon sol est un sol pulvérulent qui est constitué de grains qui sont volumineux, les vides aussi vont être importants et l'ascension capillaire va être très limitée. Voilà. Donc, je récapitule en disant que l'eau capillaire se trouve dans les sols non saturés et elle est prononcée, il se trouve dans le sol avec des profondeurs importantes, des hauteurs importantes lorsque le sol est plus fin. Voilà. Et cette notion de tension superficielle que nous venons de voir, vous pouvez la voir dans votre vie quotidienne. Donc, dans la vie quotidienne, il y a toujours cette notion, ces forces de tension. Lorsque, par exemple, vous allez à la plage, donc lorsque vous marchez sur le sable parfaitement sec, il ne se colle pas vraiment sur vos pieds. Mais dès que vous passez aux endroits où le sable est humide, il y a un peu d'eau. Il n'est pas saturé, mais il y a de l'eau. Il se colle beaucoup. Ce sont les tensions superficielles. Mais dès que vous mettez votre pied dans la plage carrément, dans ce cas, vous saturez, si vous voulez, votre sable, il se décolle tout seul. Ce sont des tensions superficielles. C'est de l'eau capillaire qui était là et qui est partie lorsque vous avez saturé votre sol. Un autre exemple, si vous prenez deux plaques de verre, vous mettez sur l'une quelques gouttes d'eau et vous mettez la deuxième plaque au-dessus, vous allez remarquer qu'ils vont être carrément scellés, ils sont liés juste par les gouttes d'eau. Ce sont des tensions superficielles. Mais dès que vous mettez les deux plaques ensemble dans un seau d'eau, par exemple, ils vont se détacher toutes seules parce que les vides entre les deux plaques de verre ont été saturées d'eau. Il n'y a plus de cette tension superficielle. Voilà, il n'y a plus d'eau capillaire. Donc, cette eau capillaire, elle constitue, ces forces de tension superficielle donnent un type d'attraction entre les grains du sol, comme nous allons expliquer ultérieurement. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et que vous pouvez dorénavant faire la différence entre les différents types
d'eau existantes dans le sol. Je vous laisse pour le moment et à la prochaine.